L'heure est aux questions, l'actualité surabonde des questions. Quoi de mieux qu'un cadre d'expression politique que met en place pour vous Siloé Télévision, dénommé l'heure des questions. Alors l'actualité de la semaine est dominée par le remaniement du gouvernement Sama. Donc on est passé du gouvernement Sama 1 au gouvernement Sama 2. C'est tombé hier tôt, tard plutôt dans la journée, comme aujourd'hui tôt dans la journée. Deux figures de proue, on dira même trois. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Moussa Niamoussi rejoignent donc les bateaux de l'Union Sacrée. Ils sont désormais membres du gouvernement, mais l'on se pose la question, ces nouveaux remaniements, pour quelle mission que le gouvernement Sama 1 ne faisait pas déjà? Mais l'actualité, c'est aussi sécuritaire parce que il s'est contredit, il se raconte, on ne sait exactement pas. La force régionale de l'EAC, à quelle mission exactement? Le gouvernement dit que la mission est offensive. Les présidents des pays membres de l'EAC disent plutôt que ce n'est pas offensif. Alors, on va essayer aussi de répondre à ces questions parce qu'il faut que l'on sache, pour que la paix revienne. On va compter sur l'FRDC ou va-t-on compter sur la force régionale? Je suis très content de vous retrouver dans ces programmes pour vous présenter l'essentiel de l'actualité de la semaine. Je ne suis donc pas seul parce que moi, mon rôle, c'est poser des questions, mais il faut quelqu'un qui a des réponses. Alors, il est économiste, il est chercheur indépendant en économie rurale, il est licencié en économie rurale à l'Université pédagogique du Congo, acteur politique, il est initiateur d'un parti politique, les BATS, Levons-nous et bâtissons. Il est aussi auteur d'un livre qui a paru l'année dernière, en octobre 2022, qui s'intitule Forêt congolaise, excusez-moi, conflit nébuleuse d'objectifs écologiques et économiques. C'est vrai qu'on ne le connaît pas beaucoup dans sa casquette scientifique, mais on le connaît surtout pour ses commentaires politiques dans l'espace médiatique. Lui, c'est monsieur Alain Bolodjoa. Bonsoir. Bonsoir à vous. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Comment vous allez? Oui, ça va. Ça va. Dieu fait grâce, bien que le pays va très mal. Ça va. On va en parler du pays. Ça faisait très longtemps que vous n'étiez pas venu à Siloé Télévision. Exact. Quels sont 2 ans. 2 ans, oui, quand ne vous avez plus vu ici. Vos impressions en arrivant, vous avez retrouvé un vieil ami, une vieille maison de médias? Ah oui, je connais un tas d'amis qui travaillaient. Certains sont partis, d'autres sont restés. Voilà. Alors, j'ai le plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je disais tantôt que vous êtes chercheur en économie rurale et que vous veniez d'ailleurs d'écrire un ouvrage. Mais l'opinion ne vous connaît pas en tant qu'écrivain et chercheur. Pourquoi tout le monde vous connaît comme polémiste plutôt? On sait que quand on reçoit M. Alain Bolodjoa, c'est des déclarations fortes. Est-ce un choix d'une stratégie de communication ou le peuple congolais est habitué plutôt aux polémiques? Bon, apparemment, les gens ne s'intéressent pas trop aux questions techniques. Vous, quand on est reçu, on fait une émission technique, vous trouvez même le nombre de personnes qui suivent sont peu nombreux que c'est que nous vivons généralement en politique. Et je suis effectivement chercheur. J'ai été formé pour être chercheur. Chercheur en économie du développement et développement durable. J'ai fait l'économie rurale à l'Université pédagogique nationale. Et donc, en tant que tel, je ne pouvais pas ne pas être chercheur. Parce que, comme vous le savez, à l'université, on forme des chercheurs en recherche fondamentale. Donc, c'est ça, en fait, ma vocation en tant que scientifique. Il y a un aspect que les gens ne connaissent pas trop. Je fais mon master en criminologie. Évidemment. Et sans oublier que très bientôt, là, je vais m'inscrire justement pour commencer mon 3e cycle. Donc, je suis effectivement un produit de l'université pédagogique. J'ai écrit un livre que vous avez pu donner l'intitulé. Et je souhaite aussi mettre sur le marché 2 autres projets de livres. Je suis en train d'écrire un livre sur l'économie de l'éducation. Je vais essayer de confronter l'offre et la demande. C'est ça, au fait, ma formation. Et puis, je mettrai aussi à la disposition du public un livre sur la décentralisation. Sur la décentralisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que le programme 145 territoires, c'est mon programme. Ah, c'est votre programme. Je l'ai développé pour la première fois
à la RTNC 2, la deuxième fois ici chez vous. Il y a des vidéos. Vous pouvez faire la recherche. Est-ce que vous avez confronté les documents et vous êtes sûr que... Non, je Parce que ça, c'est une accusation. Vous accusez le gouvernement d'un plagiat, carrément. Non, mais c'est mon programme. C'est votre programme. Oui. Alors, attention, oui. Ne faisons pas la confusion entre le document qui est présenté et le programme. Ok. C'est mon programme. Donc, l'appellation 145 territoires, le montant de 10 millions, la fixation des objectifs, les actions à retenir, c'est mon programme. Donc, les grandes idées qui se trouvent là-bas, vous les aviez déjà évoquées, comme vous le dites. Alors, vous êtes présenté tout à l'heure, scientifique, plutôt très bonne carrière, mais vous êtes aussi président d'un parti politique. Levons-nous et bâtissons. Les partis non plus, on ne les connaît pas beaucoup. Vous êtes le seul membre, on ne connaît pas le secrétaire général, on ne connaît pas d'autres membres. Qu'est-ce qui se passe? M. Bolojwa est le seul membre de son parti parce qu'on ne voit que vous dans l'espace médiatique. Non. Il y a les membres de mon parti, de notre parti, prennent aussi part à certains débats. Peut-être qu'ils n'ont pas encore percé comme vous le souhaitez. Ils font des déclarations, ils organisent des conférences. Nous sommes parmi les rares partis qui ont pu organiser des séminaires de formation. Et c'est pratiquement chaque 6 mois que nous organisons un séminaire de formation. Nous avons pu former plus de 300 jeunes et certains d'entre eux sont déployés au niveau des médias. Ils font des déclarations. La seule chose que nous n'avons pas jusque-là, c'est l'agrément. L'agrément. Nous avons commencé la procédure. Nous avons l'acte notarié. On va déposer très bientôt au niveau du ministère de l'Intérieur. Et comme ça, on aura l'agrément et probablement on aura aussi un siège officiel parce que jusque-là, nous sommes dans notre siège provisoire. L'homme présenté, place à l'actualité maintenant. Alors, messieurs Alain, d'abord, avant de rentrer dans ce que j'ai présenté comme Caneva, l'Assemblée nationale est rentrée à l'hémicycle le 15 dernier. Et parmi les matières à débat, il y a une matière à polémique, on va le dire comme ça, qui embrase la toile, la proposition de la fameuse loi, entre guillemets, la loi Tiani. Aujourd'hui, les bureaux l'ont inscrit, ça sera débattu en cette session. Vous qui êtes plutôt contre, hein, j'ai suivi quelques interviews, vous êtes plutôt contre cette pensée-là. Quelle a été votre réaction de voir que un citoyen congolais a présenté une proposition de loi et l'Assemblée nationale aujourd'hui s'en acquiert pour débat? Quelle a été votre réaction? Bon, je crois que je garde ma position. Je considère que c'est un torchon, justement parce que il y a beaucoup de confusion déjà par rapport à la conception de la question de nationalité. Et puis, ce qu'on nous présente à la télé, ce n'est pas ce qui est écrit dans la fameuse proposition. Cette loi... Donc, il y a une malhonnêteté intellectuelle. Exact. Cette loi parle aussi de la double nationalité. Oui. On ne peut pas parler de la double nationalité dans une proposition de loi telle que faite par M. Tiani. Pourquoi? Parce que ça renvoie à la révision constitutionnelle. Ça révise les dispositions constitutionnelles et puis précisément la disposition pertinente de l'article 10 de la Constitution. Dans la même proposition, on va réviser la loi sur la nationalité parce qu'on veut redéfinir autrement la nationalité d'origine et donner éventuellement possibilité à réviser aussi la loi électorale sur la question. Donc il y a avec beaucoup de conséquences d'amalgame. Oui. Il a raisonné en militant, il n'a pas raisonné en scientifique en tant que tel. Vous savez, la particularité de la politique est transversale. Il n'y a pas une question spécifique pour dire que tel est spécialiste sur des questions politiques. Il y a beaucoup de facettes. Nous autres, nous avons fait la politique économique. C'est différent avec ceux qui ont fait le droit, différent avec ceux qui ont fait les sciences politiques. Mais il y a possibilité de s'informer, de se cultiver. Parce qu'en politique, un politicien, c'est cette forme d'ignorant qui connaît peu sur tout. Mais il faudrait aussi avoir une adresse scientifique connue. C'est comme notre cas. Nous permettons quand même d'être formés justement pour arriver à combler les déficits qu'il y a ou les faiblesses qu'il y a en termes de connaissances. Parce que nous faisons la politique. Nous avons appris la légistique. La légistique, c'est-à-dire c'est cette science, c'est ce domaine qui nous permet d'avoir une idée sur comment élaborer des lois. Légiférer, oui. Voilà. Donc, lui, en tant que politique, il devait aller dans ce sens-là. Économiste il devait aussi. faire la part de choses
Bon, oui, on le présente comme économiste. Oui. Non, mais il est. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'éléments. C'est comme ça qu'on les présente. Comme aussi... Il est professeur des universités. Il enseigne à l'Université catholique du Congo. Non, mais moi, j'ai pas cette information, désolé. Ah, ok. Oui. Allez-y. Donc, il y avait nécessité de consulter des experts, de voir comment éclater ces propositions-là en plusieurs éléments. Mais il a travaillé avec un député national. C'est un électricien, c'est un ami que je connais. Mais il n'est pas juriste. C'est un électricien, il a fait l'ISTA. Oui, ça c'est connu. Il est un physicien d'ailleurs. Mais cela n'empêche. C'est un électricien. Parce qu'il n'y a pas un domaine propre à la politique. On peut venir le domaine de la loi. Vous venez de le dire vous-même. Non, mais effectivement, j'ai dit. Dans ces cas-là, à l'Assemblée nationale, on ne doit voter que de juristes ou de gens qui ont appris. Non, il y a plusieurs facettes. Je vous ai dit, la politique a plusieurs facettes, mais chacun a sa spécialité. Quand on parle d'électricité, Nting peut prendre la parole, il peut donner des orientations parce que c'est son domaine. Quand il s'agit de loi, il peut faire ressortir la philosophie de la loi ou la dimension sociologique du droit sans nécessairement être spécialiste sur comment rédiger la loi. Voyez-vous, c'est ça, au fait, notre ignorance. Donc, la réflexion pardon, excusez-moi, mais la question que vous posez pose une réflexion sur la constitution de l'Assemblée nationale dans ce cas-là. Non. Si, parce il faut qu'il y ait une diversité des disciplines, parce qu'il y a plusieurs domaines. Vous savez, quand on parle, par exemple, de la loi des finances, c'est essentiellement technique. C'est d'abord économique. C'est comme ça qu'il y a des commissions. Effectivement, après la commission, on parle, et après, on va voir ceux qui sont spécialistes en logistique pour voir si la norme c'est fait conformément à l'aspect technique de la chose. Donc, il y a une sorte de complémentarité. Lorsque vous allez en profondeur de cette fameuse loi, en dehors de son caractère politique, il n'y a pas d'autres éléments essentiels que nous pouvons en débattre. La définition de la nationalité, c'est un élément essentiel. Non, mais la Constitution est suffisamment claire. Oui, même la loi sur la Constitution est claire, mais est-ce qu'elle est suffisante? C'est-à-dire, aujourd'hui, avec la crise sécuritaire que nous vivons, par exemple, il n'est pas nécessaire, il n'est pas un besoin que de définir aujourd'hui, de redéfinir, permettez-moi de le dire ainsi, la nationalité congolaise. Non, mais en matière de la définition de la nationalité, qu'est-ce que cette loi préconise? Parce que jusque-là, les gens en parlent, n'ont pas pris le soin. Moi, je ne faisais pas que référence à la loi, je faisais référence parce qu'on a une définition de la nationalité congolaise. Non, mais effectivement. Qui à mon avis, commence à ne plus suffire à la réalité, parce qu'aujourd'hui, si l'on prend l'aspect selon lequel tous celui qui appartenait au corpus ethnique d'avant 60, on va avoir tout le monde qui peut être congolais. Ça veut dire que les gens qui étaient là, qui venaient de pays voisins, qui étaient là, qui peuvent être... Non, les gens n'ont pas compris. N'ont pas compris la philosophie. Très rapidement, on passe la philosophie de ces dispositions de l'article 10. Oui. Ne peut être congolais que le groupe ethnique. C'est-à-dire qu'on fait allusion à l'ethnie. Oui. Mais il y avait de ceux qui étaient là comme des réfugiés. On ne peut pas considérer un réfugié comme un groupe ethnique. C'est ça, en fait, la confusion. Même moi, j'ai pas compris la nuance. Non, mais la nuance est claire. D'ailleurs, il y a une grande différence entre être Congo et participer à être membre d'un groupe ethnique. Un cas concret. En 57, on a un déplacement massif de populations rwandaises qui fuient la révolution sociale. Oui. Est-ce un groupe ethnique ou des réfugiés? Non, ce sont des réfugiés. Ça veut dire aujourd'hui dire que les Banyamulenge sont des Congolais, c'est une fausse. Non, mais ça, il faut poser la question à M. Félix Sekete. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de la parle de vous et moi. Non, mais effectivement, mais c'est lui qui a commencé à imposer cette... Il n'y a pas de problème. Mais les dire aujourd'hui, moi je peux reprendre ces propos-là. Les dire aujourd'hui, c'est une fausse. Les tribus sont listées. Si vous avez le temps, vous pouvez chercher. Il y a des cartes où on reprend toutes les tribus qui étaient là avant 1960. Banyamulenge n'est pas une tribu chez nous. Ça, c'est une invention qui est venue en 74. Est-ce que les dire aujourd'hui, c'est pas une discrimination? Discrimination en quoi? Vous pensez que tout le Congolais... Parce qu'il y a une minorité qui est acceptée aujourd'hui. Non. Ils sont congolais. Non, ils ne sont pas congolais. Vous ne pouvez pas nous les imposer. Ils ne sont pas congolais. Ils ont dirigé. Non, mais attendez. Ils sont venus. Non, mais c'est ça la confusion. Voilà pourquoi j'ai dit, monsieur, comment... Ils ont intégré la politique. On connaît l'histoire. Apparemment, les gens ne veulent même pas écouter. Je vous dis, le problème, c'est que dans notre constitution, il y a deux types de nationalités.
la nationalité d'origine et la nationalité par acquisition. Cette nationalité par acquisition n'interdit pas à celui qui l'acquiert d'accéder à certains postes de responsabilité. On peut devenir ministre en tant que Congolais d'origine étrangère. Ce n'est pas interdit. On peut être gouverneur, on peut être... et il y a une démarche pour acquérir... Non, mais effectivement, si vous avez acquis la nationalité par acquisition, cela ne vous interdit pas d'assumer de fonctions d'État. Mais il y a des postes, déjà par rapport à notre constitution actuelle et à la loi actuelle, qui sont interdits aux non-Congolais d'origine. Oui. C'est-à-dire que nous considérons que ce problème a été résolu. C'est plutôt dans l'interprétation qui pose problème. Mais si vous allez dans la loi dite de la proposition Ntingi et Tchani, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas résolu le problème qu'ils veulent mettre en exergue. Parce que la question de Banyamulenge ou le Banyarwanda n'est pas concernée dans cette fameuse loi. On voit plus les métissés. C'est ce que moi je constate. Parce que si vous prenez ce qui s'appelle Banyamulenge, dans sa considération, ils ne sont pas de Congolais par acquisition, mais plutôt de Congolais d'origine. Oui. Donc son problème, ce sont les métissés. Et moi, je ne peux pas... Mais pour vous, les Banyamulenge, ce n'est pas des Congolais. Non, ce ne sont pas des Congolais. Non, mais attention. On peut y avoir... D'abord, les Congolais d'origine. Non, le Banyamulenge déjà n'existe pas dans notre vocabulaire. Okay. La seule personne qui a assumé la haute fonction d'État, qui a prononcé ces concepts, c'est M. Félix Tshisekedi. Vous pouvez me donner une seule vidéo de Kasavubu, de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila et même de Joseph Kabila qui a dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Donc ils ne sont pas un groupe ethnique appartenant mais on peut trouver des Congolais d'origine rwandaise et donc on ne peut pas avoir double origine. Ce sont des Congolais par naturalisation. Ils ont acquéri la nationalité, mais ils ont la condition d'avoir aussi un jugement. Ce n'est pas seulement le déclarer, il faut le prouver. Parce que moi, je n'ai pas approuvé. Je suis Mongo. Ma tribu se retrouve parmi les 450 tribus. Voilà. Question très intéressante. On va y revenir peut-être une autre fois si vous me faites l'honneur de revenir, parce que moi, j'estime que la question de la nationalité doit faire quand même débat dans l'espace politique. Alors, on passe au remaniement. Hier, le gouvernement a été remodelé. On a vu quelques membres, en gros 6 ou 7, s'ajouter à ces gros effectifs, et parmi lesquels à peu près 3 personnalités importantes en politique. Ah, les autres ne sont pas importants. Non, les autres, on n'a pas bougé beaucoup de monde. Donc, non, mais vous avez quasiment parlé 80, oui. La particularité de ces 3-là, c'est... La particularité, c'est le fait que c'est des chefs de parti. Ah, ok. Ils ont été chefs de guerre. J'ai fait allusion à M. Jean-Pierre Bemba et à M. Mboussania Moussi, ce qui fait me dire qu'ils sont importants dans l'histoire politique de notre pays. Okay. Et la question que j'ai envie de vous poser, au-delà de la réaction, de votre réaction politique, c'est le pourquoi de ces remaniements. Pour quelle mission que le gouvernement Sama 1, appelons ça comme ça, ne pouvait pas faire et que le Sama 2 doit absolument faire. Vous qui êtes dans la sphère politique, vous y voyez quelle mission? Bon, je crois que cette mission devait plutôt être destinée à M. Félix Tshisekedi. Oui. Parce que c'est lui qui est supposé connaître l'intentionnalité de cette mise en place. Mais ce qui est vrai, il faut reconnaître que ceux qui reconnaissent à M. Félix Tshisekedi le pouvoir d'agir dans l'État en tant que président de la République doivent aussi lui reconnaître le droit de remanier le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui lui reconnaissent? Moi, je ne le reconnais pas en tant qu'État. Michel Bolodjo. Ah, mais oui, je l'ai dit. Et je m'assume. Comment est-ce possible? Non, mais justement parce que... Vous êtes anarchiste? Non, je ne suis pas anarchiste. Je suis dans la Constitution. Alors, c'est une invention des Kabila. Non. Il n'est pas le fruit. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous non, mais je l'ai dit. La Cour constitutionnelle qui produit des arrêts opposables à tous a avalisé devant témoins M. Félix Tshisekedi comme président de la République, en reconnaissant les résultats de la CENI. Non, mais attention, ne confondons pas la Cour constitutionnelle et les animateurs de la Cour constitutionnelle. Le vieux Luamba, qui était un animateur de la Cour constitutionnelle, vous a dit qu'il a travaillé sous pression. Il était pratiquement dompté par M. Kabila. On ne peut pas prendre ces propos comme parole d'évangile. Non, mais il a dit. Voilà pourquoi il a déposé sa démission. Ce qui veut dire que M. Luamba n'avait pas travaillé
en homme libre. Non. Il a travaillé sous les injonctions. Ces postures-là sont quand même anarchistes. Ah bon, l'anarchie, l'arrêt existe. Non, mais bon, permettez-moi. Vous allez finir, réfléchissons. Okay. Quelle est la pertinence des déclarations, moi j'appelle ça même des post-déclarations d'un ancien président de la Cour constitutionnelle sur l'impact juridique des arrêts? Il suffirait que, donc, désormais, quand un ancien président de la Cour constitutionnelle dise quelque chose et les arrêts ne sont plus valides. Non, mais attention. Moi, je ne comprends pas ce raisonnement. Non, la difficulté que la plupart d'entre vous, vous donnez l'impression d'avoir, c'est vous ne prenez que l'aspect juridique du droit. Il y a aussi une dimension sociologique du droit. Qui est une conséquence de l'aspect juridique. Non. Non. Éclairez-moi. C'est d'abord la sociologie qui vient avant le droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça veut dire que si vous n'arrivez pas à comprendre la sociologie du droit telle que développée par Georges Burdeau, qui est aussi un grand doctrinaire en droit, il vous sera difficile de comprendre le contexte de l'élaboration d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle vous dit qu'il travaillait sous les injonctions de M. Kabila. C'est-à-dire qu'ils ont eu à publier les résultats sur base des sauts d'humeur de M. Félix Tshisekedi. Deuxième élément, la première instance, c'est-à-dire l'organe qui était chargé de publier les résultats des élections, je parle ici de la CENI, vous dit la même chose. Et puis troisièmement... Non, la CENI n'a pas dit ça. Si. M. Nanga n'a pas dit ça. Il a parlé... M. Nanga en a parlé. Non, il a parlé de l'accord FCC. Non, l'accord FCC, lui n'est pas parti. Il est revenu sur les chaises de vous avez affaire à Jean-Marie Kassamba. Non, mais voilà pourquoi il est revenu lui-même, il a éclairci la question. Non, mais quand vous dites qu'il est revenu, ça veut dire qu'il avait dit quelque chose. Mais laissez-moi. Pas du tout, allez-y. Ce monsieur vous a dit qu'il y avait un accord, il a participé dans un accord qui aurait sauvé la République. Quand est-ce que lui a participé? C'est l'accord. Avant ou après? Il a participé avant. Avant. Ça, il n'a pas dit. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Non, peut-être vous ne voulez pas comprendre ce qu'il a dit. Moi, je me suis. Non, mais quel est son apport dans la signature de l'accord FCC4? C'est une personnalité importante. Non, mais la personnalité, non, l'accord de parti, l'accord entre le FCC et les CAF, c'était un accord politique. Est-ce qu'il était là fortuitement? Qu'est-ce qu'on Non, mais il était là. Non, mais dites-moi, au regard de ses fonctions, de ses missions, il devait faire quoi quand on signait l'accord FCC4? Je ne sais pas. Mais voilà, même vous-même, vous ne savez même pas quand est-ce que cela a été signé. C'est comme ça que je pose la question. Ça a été signé. Je pose la question de la pertinence non, mais la pertinence de propos après avoir été dans une fonction. Non, mais je vous donne alors un élément clair. Oui, allez-y. La loi disait qu'on ne pouvait pas publier les résultats sans soubassement de procès-verbaux dûment reconnus par les témoins. Évidemment. La publication de M. Félix qui a été faite sur base des clés USB. Mais c'est en violation de la loi. Mais la Cour constitutionnelle devrait constater le constitutionnel. Voilà, et puis annuler le scrutin. On peut juger la Cour constitutionnelle. Là n'est pas le débat. Non, mais c'est un débat. Non, là n'est pas le débat. Parce que vous voulez me démontrer que M. Félix était effectivement président conformément à la Constitution. Et pourtant, soyons de bonne foi. 4 ans après, on ne va pas revenir avec ces éléments de langage. Ah bon, vous pensez que la République marche, il est à la tête, il engage, il vous engage, moi et moi. Non, mais il m'engage pas, il vous engage vous. Parce que vous voulez... Moi, je trouve ça un peu anarchiste comme vous pensez défendre la Constitution, c'est l'anarchie? Non, vous ne défendez pas. Pourquoi défendez la Constitution plus que la Cour constitutionnelle? Moi, je ne défends pas là. Moi, je suis légaliste. Pourquoi confondez-vous vous défendez la Cour constitutionnelle et les animateurs? Mais les arrêts appartiennent à la Cour. Mais on peut juger la qualité d'un arrêt de la Cour parce que la Cour elle-même l'a déjà fait. Revenons à la question du gouvernement. Alors, comment il était en droit, n'est-ce pas, de faire les remaniements. Oui. Mais en réalité, les techniciens en la matière de la gouvernance, pas les amateurs, savent très bien, avant de remanier un gouvernement, on doit faire un état des lieux, on doit faire un diagnostic, on doit déceler le point faible, d'où ma question. On doit mettre en place un programme de redressement, et c'est sur base de ces programmes qu'on va fixer le portrait robot ou le profil des personnes qui doivent remplacer. Vous savez, quand on remplace quelqu'un, c'est-à-dire que la personne n'a pas été à la hauteur. Alors, prenez les postes qui ont été touchés. Vous avez la coopération, l'intégration régionale, la défense. Ça fait partie de la diplomatie. Évidemment. Vous avez la défense. C'est la sécurité.
et la défense, et puis la sécurité et l'intérieur. Ce sont des domaines de collaboration. Et puis l'économie. Non, ça viendra. Ça viendra. Ouais. Là, okay. Ce sont des domaines de collaboration entre le gouvernement et le président de la République. C'est là où on nous a chanté pendant tout ce temps, la diplomatie agissante. Il y a des avancées dans la partie Est, la sécurité est garantie, alors que eux-mêmes, en faisant des permutations, en remplaçant, ça dénote qu'il y a eu échec. C'est un symbole d'échec de la diplomatie. Non, mais effectivement, c'est ce qui est dit dans dans le remaniement. On ne peut pas remanier quelqu'un qui est excellent. Voyez-vous? C'est-à-dire que ça démontre qu'il y a un problème. Vous allez au niveau de l'économie. On place une autre personnalité. Vous avez fait allusion aux deux groupes, aux deux chefs de guerre. Mais moi, je veux maintenant faire allusion aux deux anciens prisonniers. Il y a un ancien prisonnier qui est devenu... Non, mais vous faites peur. Non, parce que là, vous avez vraiment prisonniers. Monsieur Bolodjo, vous avez vraiment des positions anarchistes. Vous ne reconnaissez pas les postures de juridiction en ces matières. Monsieur Jean-Pierre Bemba a été acquitté, même dédommagé par la CPI. Est-ce que moi j'ai dit que ce sont des coupables? Je parle des anciens prisonniers. Mais ils étaient des détenus. Quand vous dites prisonniers, ça sonne comme s'ils étaient coupables. Non, mais ils ont été condamnés. Allez-y. Au premier degré, au second. Et puis acquittés. Et puis acquittés à la suite. Évidemment. Ce sont des arrangements. Non, ce sont des arrangements. C'est des procédures. Non, mais effectivement. C'est des procédures. Je dis ça, c'est prévu. C'est une procédure prévue. Allez-y. Dites-moi, ils étaient prisonniers, oui ou non? Ils étaient détenus, oui. Ils étaient prisonniers. Ils étaient détenus, oui. Ils étaient prisonniers. Allez-y. Voilà. C'est-à-dire, ils quittent de la prison à la primature. Et lorsque vous prenez le profil de ces deux personnalités, pour ne pas prendre l'autre seigneur de guerre, vous comprenez directement ce que Félix Tshisekedi veut faire. Il prend le VPM en charge de l'intérieur. Un militant d'un parti politique, président du groupe parlementaire au niveau de Kinshasa, député provincial, ancien conseiller de Tchibala, il fait de lui VPM. Vous comprenez? Vous comprenez que M. Félix Tshisekedi... Non, mais vous comprenez que M. Félix Tshisekedi, dans sa stratégie, il veut faire le forcing. C'est membre de l'UDPS. Moi, je vous dis, quand vous prenez la présence de Bemba, la présence de Peter Kazadi, la présence de Moussa Nyamoussi, M. Félix Tshisekedi veut faire le forcing. Parce que la dimension sociologique que vous semblez négliger, ça joue. Vous ne pouvez pas confier le ministère en charge de l'économie à quelqu'un qui n'est pas apprécié par le public au regard de son passé, au regard de sa gestion. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est parce que vous ne l'appréciez pas qu'il n'est pas apprécié par tout le monde. Non, mais moi j'apprécie en tant que... Il est chef d'un parti politique. Mais voilà pourquoi il a des députés à ça. Non, mais cette dimension sociologique, vous la mesurez par quoi? Non, mais attendez. Vous voulez me dire que dans l'opinion... Vous avez fait un sondage? Non, mais je n'ai même pas besoin de faire un sondage. Ben, comment vous le savez? Est-ce que vous savez que dans l'opinion, jusqu'aujourd'hui, Kamel n'a pas une bonne presse? Comment? Enfin, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, mais il suffit, vous avez des micros, vous avez des caméras. Allez faire le micro baladeur, vous allez comprendre que M. Kamel n'est pas suffisamment crédible. Donc, il faut nommer que des gens populaires au gouvernement? Non, il faut nommer des gens qui ont une bonne presse. Un peu de crédit, ça fera du bien. Mais c'est quelqu'un qui a participé à la vie nationale. Et il a beaucoup de réformes. Il a beaucoup de questions de gestion. Oui, mais il a été acquitté. Non, mais il a été acquitté. Cela ne veut pas dire qu'il a été innocenté. Il n'a pas été innocenté parce que jusque-là, les réalisations ne sont pas palpables. Voilà pourquoi je vous dis, vous devez quitter cette dimension juridique. La vérité juridique n'est pas souvent la vérité sociale. Voilà, heureusement que vous avez compris. Oui, mais qu'est-ce qui prévaut alors? Non, mais c'est la sociologie. Il est libre légalement, c'est qu'il n'a pas été nommé pour gérer les juristes. Il a été nommé pour gérer la société. Quand vous perdez votre dignité, quand vous perdez votre image de marque au niveau de l'opinion, ne pensez pas que les gens vont vous considérer. Beaucoup de gens disent que ce gouvernement ici prépare la transition. Non, le forcing. Le forcing. Aujourd'hui, il n'y aura pas de transition avec leur philosophie. Ils vont faire le forcing. Vous êtes de l'opposition. Pas plus tard que quelques jours passés, la MOUCA a même donné un ton là-dessus, qu'il serait d'accord avec une transition, mais sans Félix Tshisekedi. Finalement, tout le monde est d'accord qu'il n'y ait pas élection et qu'on ait à la transition, même ceux qu'on considère... Mais quand vous dites tout le monde, vous faites allusion à quoi? Parce qu'apparemment... Toute l'opposition, je prends non, mais l'opposition n'est pas propriétaire de l'État. C'est le peuple qui... C'est vous qui parliez de la sociologie tout à l'heure. Non, mais la sociologie, c'est avec le peuple, pas avec la classe politique. L'opposition dit avoir le peuple. Non, non. Ah bon? Non. Vous n'avez pas le peuple? Non.
On a une portion de la population, on n'a pas le peuple. Ah, vous comprenez aussi que Vital Kamerhe peut être détesté par une portion. Lui, il est détesté. Je suis dans votre argumentaire. Non, il n'est pas apprécié par l'opinion, justement, parce qu'il n'a pas une bonne... Pourquoi dans son cas, vous généralisez? Non, pas seulement pour lui, pour Moussa Nyamwisi, pour Félix Sekedi, pour M. Bemba, tous, apparemment, vous pensez, pas une bonne presse. Vous pensez qu'il faut aller à une transition pour sauver... sauver quoi? Pour sauver le Kivu, pour restaurer la paix, parce qu'on ne sait pas organiser les élections, en raison du fait qu'on n'a pas la capacité d'enrôler les gens en zone de guerre. Ah bon? Il faut donc aller... vous estimez que c'est une solution? Vous allez me laisser le temps de répondre à cette question? Allez-y. Ok. Jusque-là, je ne vois pas des raisons qui peuvent nécessiter la mise en place d'une table de négociation ou d'une transition pour débattre sur cette question. Parce que je ne vois pas ce que l'opposition pourra apporter à M. Félix Sekedi pour qu'il devienne une fois au moins compétent sur ces domaines-là. Il ne dit pas des choses comme ça. Non, mais oui. Il n'est pas suffisamment compétent. Voilà pourquoi il est en train de jouer. C'est-à-dire que si nous étions dans un pays sérieux, il devait d'abord se poser la question sur son rôle. Parce qu'apparemment, il est en train de patauger dans cette incompétence qui est en train de desservir la nation. Vous parlez de la guerre. Est-ce que vous savez que la CNI a fait la cartographie dans les zones occupées par le groupe armé? Vous n'avez pas cette information? Si. Oui. Là, on a pu faire ça. Est-ce que vous savez qu'il y a eu TENAFEP? Mais, s'il vous plaît. Allez-y. On a organisé les TENAFEP pendant la période de guerre et on a déployé les inspecteurs même dans les zones occupées par le groupe armé. Oui, ça c'est des minorités de gens. L'enrôlement déclenche des grands mouvements. Ah bon? Vous pensez que ceux qui vont s'enrôler sont plus nombreux que ceux qui ont passé les TENAFEP? Donc vous supposez que la sécurité n'est pas aussi craignante qu'on nous le fait croire et qu'il y a la possibilité d'enrôler les gens? Non, le problème c'est que nos amis n'ont pas développé une intelligence du mensonge. Ils ne sont pas capables de bien mentir. Quelle est la réalité alors? Première des choses. Oui. On vous dit qu'on a fait recours à l'EAC justement pour résoudre la question de l'Est. Ils ont signé des accords pour résoudre cette problématique-là. On suppose que d'ici peu, on va résoudre ces problèmes. Parce que lui, il a signé des accords. Il a cédé une partie de notre souveraineté sous prétexte qu'il y aura la paix. Attendant, pourquoi voulez-vous parler déjà du glissement alors que le problème n'est pas résolu? Toutes les dates qui ont été fixées par M. Félix Sekedi, jusque-là, il n'y a pas de résultat. Nous savions déjà qu'il allait utiliser la question de l'Est comme prétexte pour ne pas organiser les élections. Il y a la récidive au camp des ennemis, de rebelles. Ils ne respectent pas les M23. On parle bien de M23. Ils ne respectent pas les... Ah, c'est pas des rebelles? Non. C'est un mouvement terroriste. Ça, c'est un vocable de nos amis de l'UDPS. Qui sont-ils alors? Mais je pensais que c'était des terroristes. Oui, ils sont des terroristes. Oui, mais ils ne sont pas rebelles. On ne peut pas être terroriste et rebelle à la fois. Ah, ok. Donc, quelque part, vous comprenez que M. Félix Sekedi lui-même a utilisé le M23 pour justifier la non-tenue des élections. Pourquoi? Pour quelle raison? Mais justement pour ne pas organiser les élections. Et ça, c'est très méchant de sa part. Pourquoi est-ce que l'UDPS n'organiserait pas les élections? C'est ces partis-là qui est le produit d'une organisation des élections. Pourquoi? On peut prêter... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'UDPS est arrivé au pouvoir grâce aux élections. On peut prêter tous les mouvements. Qui vous a dit ça? La Cour constitutionnelle. Bien sûr, la Cour constitutionnelle, la CENI, tout le monde. Non, mais Nanga vous dit c'est un fruit d'un accord. Il n'a pas dit ça, on va pas revenir là-dessus. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Il n'a pas dit qu'il y avait un accord qui a ramené quelqu'un au pouvoir. Il n'a pas dit ça. Il parlait de l'accord FCC-Cash. Pour quelle raison? Donnez-moi une seule raison politique, donnez-moi des raisons politiques qui feront que l'UDPS se permette un glissement alors que... Mais pourquoi vous parlez de l'UDPS? Moi, je parle de M. Félix Sekedi. Oui, mais l'UDPS en réalité n'est pas au pouvoir. Ah bon? Non. L'UDPS bénéficie du pouvoir de M. Félix Sekedi. Il faut faire la nuance. Oui. L'UDPS n'a pas gagné aux élections, ni à la présidentielle, ni au niveau de l'élection législative, que ce soit nationale que provinciale.
Vous connaissez, notre système. Un parti peut avoir gagné à l'élection présidentielle. L'UDPS n'a pas gagné aux élections présidentielles parce que M. Félix Tshisekedi est le fruit d'un arrangement politique avec M. Kabila. Finalement, on peut pas vous raisonner, mais Alain. Non, mais vous voulez que je réfléchisse comme vous? Non, pas du tout. Je veux que vous restez légaliste. La légalité, déjà, devrait vous pousser à comprendre que la publication n'a pas été faite conformément à la loi. Pourquoi ne prenez-vous pas cet aspect des choses? Pour de réalités qui ont été évoquées par la CENI. Non, ça a été justifié. Non, mais attendez, le soubassement de la publication des résultats de M. Félix Tshisekedi, c'est quelle disposition de la loi? Parce qu'il a été publié sur base des clés ISB. Parlons un peu de la force régionale. Vous avez suivi comme moi la déclaration de la présidente de la Tanzanie qui expliquait que la force de l'AC n'a pas une mission offensive, alors que le ministre des Affaires étrangères disait tantôt que c'est une force offensive. Est-ce qu'on peut compter sur cette force militaire de la sous-région, ou soit c'est un danger pour nous? Je veux vraiment que vous me donniez votre analyse en tant que criminologue, c'est ça, non? Criminologue, en tant que regardant de la question sécuritaire. Est-ce que c'est une très bonne stratégie de faire venir cette force régionale dans les territoires congolais? Je crois que nous allons revenir sur la même question. M. Félix Tshisekedi, dans sa manière de voir... Oui, mais répondez à la question. Non, mais je réponds à la question. Laissons M. Félix Tshisekedi. Non, mais je ne peux pas le laisser parce que c'est lui qui a signé le traité. Allez-y. C'est lui qui nous a fait entrer dans EAC. Ah, donc vous acceptez maintenant qu'il représente le pays? Non, il ne représente pas. Il représente le pays, mais il ne représente pas. C'est complotiste, finalement. Enfin, oui, non, c'est difficile de discuter avec vous. Ah, ok, vous pensez? Non, dès lors que moi, mais c'est déjà une bonne chose pour moi. Précisément, personnellement, je trouve que vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Vous dites qu'il il ne représente pas, mais il représente les pays. Ah oui. Il représente les pays parce qu'à l'époque, comme Mobutu était au pouvoir, il représentait les pays, mais il ne représentait pas l'UDPS. Allez-y, continuez sur la question. M. Félix Tshisekedi vous a fait entrer dans EAC en violation des dispositions pertinentes de l'article 213, 214 et 215 de la Constitution. Est-ce que vous savez que EAC a commencé à prendre des décisions sur nous sans que nous déposions les instruments de ratification? Ça a été fait le 11 juillet 2022. Mais la décision sur nous a été prise au mois de mars de la même année. C'est-à-dire que là, nous étions effectivement dans une sorte d'anarchie. M. Félix Tshisekedi vous dit, il n'est pas allé vers EAC pour des raisons sécuritaires. Il est allé pour des raisons économiques. Il a dit devant Macron. M. Félix Tshisekedi a signé 2 accords. Nairobi et Luanda. Mais avant Nairobi, il y avait encore d'autres accords signés entre lui et le Rwanda et entre lui et les M23. C'est ce que eux exigent aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? M. Félix Tshisekedi n'est pas sincère. Quand il était en face de vos confrères de RFI et France 24, il a dit devant l'opinion que les troupes kenyanes allaient entrer par Bunagana et attaquer. Mais moi, j'ai lu le document que M. Félix Tshisekedi a signé. On n'a jamais dit que le M23 était un groupe à neutraliser. Donc la force régionale n'a pas une mission offensive? Non, aucune disposition ne l'est dit. Ils viennent justement pour faciliter les négociations et la réinsertion du M23. De l'armée congolaise? Oui, s'ils vont se battre contre le groupe armé, notamment le Maï-Maï et consorts. Donc si je suis votre raisonnement, si jamais il y a dialogue prochainement, c'est avec les M23 qu'il faut dialoguer? Non, mais ils dialoguent chaque jour avec les M23. Oui, ils ont un accord qu'ils doivent respecter. Il y a un projet de loi d'amnistie qui est déjà sur la table du président de l'Assemblée nationale et ça date. Ils vont réinsérer le M23 dans nos institutions et certainement dans la société. Et pour que cela se fasse, ils doivent avoir une loi d'amnistie pour qu'ils ne soient pas poursuivis. Cet accord avec le M23 a été signé où? Non, mais il faut poser la question à monsieur. Mais ils étaient ici à Kinshasa. Vous l'avez. Non, mais ils étaient ici à Kinshasa. Ils se sont rencontrés à l'époque où il y avait l'ancien président kenyan à Nairobi. Oui. Ils ont eu à parlementer avec M. Félix Tshisekedi. Peut-être que les gens ne veulent pas le savoir. Ce qui veut dire qu'au moment où nous parlons, aucun acte, aucun accord au niveau international considère le M23 comme un danger et que l'on doit le combattre. Sauf peut-être si on considérait les actes qui ont été signés ou les actes qui ont été pris en 2013 et 2014, le M23 était classé
comme les groupes terroristes. Oui. Mais jusque-là, il n'y a pas un autre texte. Mais attention, ce M23-là a été dissous. Ici, il s'agit d'un autre M23. Ce n'est pas le même M23 de 2013-2014. Et la base des négociations n'est pas la même. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes bloqués. Alors, tous ceux qui viennent là, ils viennent pour faciliter l'application des accords. Moi, je n'en veux pas. Je ne veux pas tolérer que M. Félix Tshisekedi, dans ses bourdes, se permette de signer des accords contre les intérêts de la République et on doit le laisser passer comme ça parce que nous avons besoin de la paix. Non, entre la dignité et la paix, moi, je préfère la dignité que la paix. On est en train de finir. Une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire partie, M. Félix Tshisekedi. Pour avoir la paix à l'Est? Oui. Il faut avoir un commandant en chef aguerri, quelqu'un qui n'est pas lié à ces accords. Donc il faut attendre les élections? Non, on peut le faire partie même tout de suite, ça dépendra de la population, du peuple. Comment donc? Non, mais la révolution, l'article 64. Lorsque vous accédez au pouvoir par devoir scabreuse et que vous exercez le pouvoir en violation de la Constitution, on peut vous mettre de côté parce que là, au regard de tous ces éléments, M. Félix Tshisekedi a fait preuve de la haute trahison. Vous n'estimez pas que la politique de haute toi je me mette n'a pas profité? Je ne vais pas me mettre. Je vais les changer. On a fait partie des gens au Congo, mais la situation sécuritaire n'a toujours pas changé. Oui, mais parce qu'on n'a pas fait partie des raisons pour lesquelles on devait faire partie. S'il n'y a pas révolution, il n'y aura pas changement. Qui a donné le droit à M. Félix Tshisekedi d'aller nous amener à EAC? Est-ce que vous connaissez la face cachée du de EAC? Ce sont des porteurs de la vision Imatuchi. Si M. Félix Tshisekedi n'a pas compris ça, je suis désolé. Est-ce que vous savez le mécanisme de financement de la vision Imatuchi? C'est les Kenyans. On est arrivé à la fin de cette émission. La télévision, ça va très rapidement. C'était un très bel échange. Personnellement, j'ai aimé. J'espère que les téléspectateurs qui nous regardent ont aimé aussi. Juste une dernière question. Est-ce que votre parti va participer aux échéances électorales? Quelles échéances? Les élections législatives, locales, l'élection présidentielle. Non, mais nous les souhaitons vivement. Mais quelles échéances? Vous parlez avec M. Kadima et M. Félix Tshisekedi. Bien sûr. Ça intéresse. Ben, comment vous allez faire pour prendre le pouvoir? On va avoir le pouvoir par le peuple. On aura de bonnes élections. Finalement, par pas les élections. Non, mais le peuple. Comment ça va se passer? Nous avons l'approche. Vous êtes dans les canevas de la Mouka? Vous êtes dans les canevas de la Mouka? Ça veut dire une transition sans M. Félix Tshisekedi? Non, mais je vous dis qu'on aura accédé au pouvoir par devoir saine. Ce n'est pas la Mouka qui en parle. La Mouka veut aller aux élections avec M. Félix Tshisekedi. Nous n'en voulons pas. Nous voulons une révolution sur pied de l'article 64. C'en est fini pour l'heure des questions. Le premier numéro de ce grand retour, c'était donc M. Alain Bolodja. On a parlé des questions d'actualité. C'est difficile de le résumer, hein, mais on est allé au rythme de l'échange. J'espère que vous avez aimé, mais on doit arrêter parce que la télévision, c'est les temps. Ne vous en faites pas, on reviendra prochainement. Peut-être qu'il va revenir pour finalement épuiser les matières prévues. Si pas lui, quelqu'un d'autre reviendra, mais soyez-en sûrs, moi je vous reviendrai avec le même plaisir. En attendant, restez fidèles au programme de Siloé Télévision. Vous retrouvez cette émission sur YouTube. Vous la retrouvez dimanche à 18h, jeudi à 21h et probablement dans d'autres canaux, tant de programmes chez Siloé Télévision. Que Dieu nous protège et que la peur quitte nos esprits et que la paix retrouve la République démocratique du Congo. En attendant, je vous dis au revoir. Belle conclusion, mais vous êtes contre lui. Comment? Non.